Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on est là pour présenter les études de médecine. Donc je suis avec Roxane, la présidente de l'ANEMF, l'Association nationale des étudiants en médecine de France, et on va répondre à toutes vos questions. Donc dans cette première partie, Roxane, on va parler de la réforme de l'entrée dans les études de santé. Donc est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce que c'est PASS et LAS? Oui, déjà pour faire un petit historique, du coup c'est le président Emmanuel Macron qui le 18 septembre 2018 a annoncé la suppression du numerus clausus. Donc à partir de là, il a fallu construire toute une nouvelle réforme puisqu'on supprime la PACES pour arriver à un tout nouveau système et c'est là qu'a émergé le système de PASS et de LAS. Donc maintenant, il y aura deux manières d'entrer en deuxième année de santé, donc en médecine, pharmacie, odontologie, kinésithérapie et maïeutique. Et du coup, soit on ira vers le PASS, qui est la voie d'accès spécifique pour la santé. Donc une majorité d'étudiants issus du PASS passeront ensuite en deuxième année, ou sinon on peut s'orienter vers des LAS, qui sont des licences de chimie par exemple, de mathématiques, de biologie, avec une mineure santé. Et du coup, des étudiants pourront également accéder à la deuxième année de santé par cette filière. Alors on a déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est l'occasion de rappeler, beaucoup de lycéens nous demandent souvent est-ce que j'ai plus de chances d'intégrer médecine, pharma, maïeutique en faisant PASS ou en faisant LAS? Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Le but, c'est pas qu'il y ait plus de chances parce qu'on veut vraiment diversifier les profils. Là, dans la première année de la réforme, effectivement, le travail d'orientation a été parfois difficile puisque c'est une réforme qui s'est mise en place relativement vite. Donc effectivement, je pense que tous les lycéens vont se ruer vers le PASS avec cette idée qu'on sera plus pris si on va vers le PASS, puisqu'en plus, 70% des promos de deuxième année seront issus du PASS. Mais comme en même temps, il y a plus d'étudiants qui vont en PASS, je ne dirais pas forcément qu'il y a plus de chances d'être pris parce qu'on vient du PASS. Donc non, le but c'est vraiment de travailler, d'avoir un projet, de se dire voilà, je suis intéressée par la santé, mais je suis aussi intéressée par les mathématiques toujours. Je préfère la santé, mais je veux garder un peu de mathématiques. Dans ce cas-là, je vais en PASS. Je préfère les mathématiques, mais je suis intéressée par la santé. Autant aller en LAS, mathématiques, mineure santé. Donc vraiment réfléchir le projet plutôt que de penser stratégie, parce que le but c'est la réorientation, parce que c'est quand même des filières sélectives. Donc on rappelle que si on veut devenir kiné, sage-femme, pharmacien, chirurgien dentiste ou médecin, c'est la même voie d'accès aux études de santé, donc PASS et LAS. Moi ce que j'aimerais maintenant c'est à quoi s'attendre quand on est au lycée aujourd'hui, et si on veut s'orienter vers le PASS ou le LAS, le contenu des matières, est-ce qu'on a une idée ou pas encore? On n'a pas encore d'idée précise parce qu'évidemment les programmes sont faits à la liberté des universités. Donc en plus on n'aura pas le même programme si on est en PASS à Paris ou en PASS à Lyon. Donc ça dépendra vraiment des universités. Par contre, on peut s'attendre à ce que dans le PASS, on retrouve des matières qui existaient en PASSES, comme la biochimie, peut-être un peu d'histologie qui est la science des tissus, peut-être un peu d'anatomie, voilà, des sciences un petit peu fondamentales, les bases un peu de la médecine et de la santé en général. En LAS, ça sera forcément le contenu majoritaire de la licence de mathématiques où on aura beaucoup de mathématiques. Si c'est une licence de chimie, on aura plus de chimie. Donc ça sera des programmes dont on ne peut pas vraiment dire quel contenu précis on aura, puisque on ne sait pas à l'heure actuelle. Très bien. Donc pour les lycéens qui veulent quand même se préparer cet été ou dès à présent, qu'est-ce que tu leur conseilles? De se rapprocher des tutorats? Oui, je pense que déjà c'est très important de s'approcher des tutorats parce que eux travaillent effectivement avec leur faculté sur les programmes et puis eux sont directement en lien avec les professeurs qui établissent les programmes. Donc eux auront sûrement une idée beaucoup plus précise de ce qu'il y aura dans les programmes et ils pourront aider et aiguiller les étudiants. Après, il faudra toujours se préparer à bien travailler, à être assidu, à être sérieux et à être régulier dans son travail. Ça, je pense qu'on n'y échappera pas de toute façon. Donc là, si je suis étudiant en PASS ou en LAS, comment ça se passe si je veux faire médecine ou... Admettons que je suis dans ma première année de PASS. Je décide de déposer mon dossier de candidature. Je vais passer par la phase d'admissibilité. Donc je pose mon dossier. Si mon dossier est excellent, je suis directement admis en deuxième année de santé.
Si mon dossier est bon, pas forcément excellent, je vais ensuite pouvoir passer les épreuves d'admission. À l'heure actuelle, on ne sait pas quelles seront les épreuves d'admission parce qu'encore une fois, ça dépendra des universités. Il y aura des oraux et il y aura des écrits, mais on ne sait pas exactement quel type d'épreuve dans le détail. Et ensuite, si je réussis ces épreuves d'admission, j'irai en deuxième année de santé. Si jamais je ne réussis pas ces épreuves d'admission, que j'ai validé mon PASS et que j'ai une mineure chimie, je vais en licence de chimie, mineure santé, et ensuite je pourrai retenter les voies d'accès pour la santé. Donc après le PASS et le LAS, ce qui arrive ensuite, donc c'est la deuxième et troisième année de médecine. C'est quoi concrètement les objectifs de ces 2 années ? C'est le premier cycle des études de médecine, du coup c'est vraiment le but, c'est vraiment de poser les bases de l'apprentissage de la médecine. Voilà. On va apprendre vraiment les fondamentaux et on va aller un petit peu en stage mais en observation. C'est vraiment apprendre les bases et revenir sur l'essentiel des études pour se préparer ensuite à l'apprentissage de la pathologie et vraiment de la maladie. Si on regarde le nombre de connaissances après le PASS ou après la LAS, ce ne sera pas les mêmes choses parce qu'en PASS, on aura eu beaucoup plus de cours de santé qu'en LAS. Est-ce qu'il va y avoir une session de rattrapage ? Comment les programmes vont s'adapter à ça ? Maintenant, en fait, en plus, on est en réforme sur notre deuxième cycle des études médicales, donc sur l'externat. On est en réforme sur l'entrée dans les études de santé. Il va forcément falloir, à un moment donné, que les programmes s'adaptent un petit peu, ou en tout cas, qu'on révise la manière dont on apprend les choses, parce que tout le monde n'aura pas les mêmes acquis. Après, il y a des gens qui arrivent... Actuellement, on a des étudiants qui viennent de Passerelle et qui s'adaptent très bien. Il faudra juste être régulier dans son travail et vraiment se dire que on a des choses à apprendre. Alors quand on sortait de Passerelle à l'heure actuelle, on avait quand même quelques bases fondamentales, même s'il fallait quand même continuer d'apprendre des choses. Là, il va falloir se dire qu'il faut continuer de travailler, de bien travailler pour acquérir toutes ces connaissances. Est-ce que tu peux nous présenter 2-3 matières en deuxième année ou en troisième année pour nous donner un peu une idée de ce qu'il y a après dans le programme ? On revient beaucoup sur les bases de l'anatomie. Donc ça, on le voyait en PASSES à l'heure actuelle, je pense qu'on le verra toujours en PASS et potentiellement en mineure santé. Donc les fondamentaux de l'anatomie. Il y aura forcément des bases de physiologie qui est comment fonctionne le corps humain. Et puis la matière phare en deuxième et troisième année, qui est vraiment le socle des études de médecine, c'est la sémiologie, qui est l'étude des signes cliniques. Et ça, vraiment, on ne peut pas s'en passer. Et c'est vraiment la base de la deuxième et la troisième année de médecine. Comment appréhender en fait ces 2 années ? Est-ce que toi tu as des conseils ? Parce que souvent on disait à l'époque, après la PASSES, on a tendance un peu à se relâcher. Là, quels sont tes conseils quand on arrive en deuxième année Je pense que ce qui est important, c'est qu'on sort quand même d'une ou 2 années très intensives. Donc il faut quand même prendre du temps pour soi et pour découvrir aussi la vie étudiante qu'il y a à côté de la vie universitaire. Mais il faut quand même rester régulier dans son travail. Et effectivement, travailler 2 semaines avant ses partiels, je ne dirais pas que c'est la meilleure stratégie. Mais essayer d'être régulier, de continuer l'apprentissage, d'être sérieux, oui, ça reste essentiel pour apprendre les bases en deuxième et troisième année. Toi, par exemple, ta méthode de travail, ça consiste en quoi ? Moi, j'essayais vraiment d'apprendre mes cours comme en PASSES, je reprenais les bases et en vrai, il faut continuer d'apprendre par cœur parce que ça ne s'apprend pas comme ça, quoi. Faut essayer de comprendre, c'est très important de comprendre comment ça fonctionne dans le corps humain. Du coup, moi, j'aimais bien essayer de comprendre et puis quand j'avais pas le temps d'essayer de comprendre, j'apprenais juste par cœur, voilà. Au niveau des stages, t'en as déjà un petit peu parlé, mais comment ça se passe ? Quelles sont les missions ? En deuxième et troisième année, c'est vraiment des stages qu'on appelle des stages de sémiologie. Donc c'est vraiment des stages d'observation à l'hôpital. On reste pas trop longtemps à l'hôpital. Normalement, en deuxième année, moi j'étais en stage un mercredi après-midi par semestre. Plusieurs mercredis après-midi. Je devais avoir peut-être 8 mercredis après-midi dans mon deuxième semestre. Donc globalement, c'était pas énorme. Et on était juste là pour reprendre les bases de la sémio. Et ensuite, on allait voir des patients et on essayait d'écouter les bruits du cœur à l'auscultation. On essayait de faire des palpations abdominales, ce genre de choses. Mais c'était vraiment de l'observation et de l'apprentissage un petit peu très, très basique. Et comment on est sélectionné ? Comment on sélectionne les unités dans lesquelles on fait le stage ? C'est random ? Ouais, c'est random généralement. On a beaucoup d'étudiants à mettre en stage, donc on ne choisit pas et c'est la faculté qui nous envoie. Les TP, tu veux en parler ou pas ? Oui, on a quelques TP en deuxième année. On a des TP d'anatomie par exemple. On a appris à faire des points de suture, de ce genre de choses. On n'a pas...
j'ai pas le souvenir qu'on en ait eu beaucoup, mais il y en a un petit peu pour apprendre voilà, les petits gestes cliniques à avoir en stage, quoi. Concernant la vie associative, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce qu'il y a en deuxième et troisième année? Bah, c'est vrai que la deuxième et la troisième année, c'est un petit peu l'occasion de faire autre chose que sa vie juste de cours et de stage. Donc généralement on découvre la vie associative, mais bon, il y a plein d'autres formes d'engagement. Mais à la faculté, généralement on peut faire soit notre association étudiante, ce que j'ai fait, soit le tutorat, bon, ce que j'ai fait aussi d'ailleurs. Mais il y a souvent le bureau du tutorat, mais aussi on peut devenir tuteur. Et puis vraiment juste être au contact des étudiants qui étaient en première année, et puis ça nous apprend à apprendre. Enfin voilà, c'est plein d'expériences. C'est vraiment l'occasion de les développer parce qu'on aura moins le temps après. Ce qui vient ensuite, donc quatrième, cinquième et sixième année, c'est l'externat. Qu'est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est? C'est un petit peu moins réjouissant parce qu'il faut recommencer à bien travailler. Mais c'est beaucoup plus intéressant parce que du coup, on passe la moitié du temps en cours et l'autre moitié du temps en stage, et on est ce qu'on appelle externe. Mais le vrai mot, c'est étudiant hospitalier. Donc on est vraiment salarié de l'hôpital. Donc à l'heure actuelle, on travaille pendant la quatrième, cinquième, sixième année, donc on doit apprendre énormément de connaissances, donc tout ce qui est physiopathologie, donc vraiment comment fonctionne la pathologie dans le corps humain, quel impact ça va avoir, etc. Donc vraiment, c'est énormément de connaissances qu'on acquiert par spécialité. Donc on va avoir des gros bouquins avec ophtalmologie, des gros bouquins avec la neurologie, etc. Et à côté de ça, on a toute notre vie en stage. Et donc là, on est vraiment au cœur de la vie hospitalière parce qu'on est censé vraiment faire partie de l'équipe à l'hôpital, et puis du coup on assiste beaucoup les internes par exemple, on commence à faire des examens cliniques, à rédiger des observations et à essayer d'avoir une démarche diagnostique pour arriver et se dire bon bah voilà, moi je pense à tel diagnostic, et ensuite le but aussi est de travailler avec son interne et avec son senior qui nous dit ah bah là tu t'es trompé, là non, regarde il y a tel signe clinique en plus, ça va t'orienter vers tel diagnostic, etc. Donc l'objectif de ces 3 années, c'est quoi? C'est de trouver sa filière, trouver sa spécialisation? C'est quoi concrètement? Niveau connaissances, l'objectif c'est vraiment d'apprendre toutes les connaissances qui sont nécessaires à un futur interne. À l'heure actuelle, on apprend énormément de connaissances, parfois trop, ce qui fait qu'on apprend des connaissances de surspécialisation dans beaucoup de spécialités médicales et chirurgicales d'ailleurs. Mais vraiment le but c'est de se préparer à ce qu'on appelle l'examen classant national qui a lieu à la fin de la 6e année. Donc c'est notre examen de connaissances qui va ensuite déterminer notre spécialité. Et souvent on oublie qu'on apprend énormément de choses également en stage, et certains étudiants vont avoir tendance à délaisser cet apprentissage en stage pour favoriser l'apprentissage des connaissances pures et dures dans les bouquins. Et puis en stage, le but c'est vraiment d'apprendre les différentes compétences que doit avoir un futur interne à l'entrée de son internat, et en fait juste les compétences d'un futur médecin tout simplement. Est-ce que tu peux revenir sur l'ECN du coup, concrètement comment ça se passe, comment on le prépare, et ça détermine les spécialisations, c'est bien ça? Eh bien du coup on a ce qu'on appelle à la fin de la 6e année l'examen classant national. C'est du coup 3 jours d'épreuves qui sont sur nos connaissances et exclusivement nos connaissances. Donc c'est un examen qui existe depuis longtemps, qui autrefois a été corrigé par nos professeurs et qui depuis 2016 a été informatisé pour justement gagner en objectivité, et on est du coup corrigé par une machine. Le problème, c'est que du coup, ça nous oblige à bachoter durant la 4e, 5e, 6e année énormément de connaissances, puisque cet examen est déterminant pour notre spécialité et notre lieu d'exercice également. Donc on bachote, et puis du coup, on s'est rendu compte que c'était un examen qui était très anxiogène, qui amenait beaucoup de stress, beaucoup de mal-être au sein des études. Et puis il y a eu également le fiasco des ECNI 2017, c'est-à-dire que 2 épreuves ont capoté, ce qui a fait que les étudiants ont dû repasser des épreuves, ce qui fait que ça a complètement rebattu les cartes de l'ECN. Et en plus, il faut savoir qu'un étudiant qui est 3 millième et un étudiant qui est 5 millième, c'est 1,5 point de différence. Donc vraiment, voilà, ça a été un désastre. Et du coup, les étudiants sont allés dans la rue, l'ANEMF a dû les défendre. Enfin vraiment, c'est un système qui montre clairement ses limites. Et du coup, c'est pour ça qu'on a voulu réformer le 2e cycle et réformer cette ECN. Il va y avoir quoi concrètement du coup avec la réforme? Qu'est-ce qui va changer?
Donc là, on est en pleine réforme du deuxième cycle, on est en pleine construction. Cette réforme sera applicable à la rentrée 2020. Ce qui change, c'est qu'on remet les compétences au cœur de la formation. C'est qu'avant, on était vraiment sur de l'apprentissage et de la valorisation, entre guillemets, uniquement des connaissances. Là, vraiment, les compétences seront remises sur la table. Donc, il y aura un examen de connaissances au début de la 6e année, les connaissances qu'on aura apprises en 4e et 5e année, et puis un examen de compétences à la fin de la 6e année, sous forme d'ECOS, qui seront les examens cliniques objectifs et structurés, qui nous évalueront sur, par exemple, comment on mène un interrogatoire clinique, etc. Plusieurs stations, avec des examinateurs. Donc les compétences seront vraiment remises au sein de notre formation. Et puis le parcours aussi sera pris en compte, on ne sait pas encore quel pourcentage, mais bon, toutes nos expériences associatives, nos expériences professionnelles, les lieux libres qu'on aura pu faire durant notre deuxième cycle. Je suis étudiant en médecine, je rêve de devenir neurochirurgien. Si j'ai pas cette spécialisation au concours, comment ça se passe ? Donc, si on a validé sa 6e année, on ne peut pas la redoubler. Donc, il faudra repasser les ECN en candidat libre. Et puis, si on n'a pas validé sa 6e année, il suffira de redoubler et de repasser les ECN. Et puis, essayer d'avoir sa spécialité. Le but de la réforme, c'est vraiment d'essayer d'adapter un profil d'étudiant à une spécialité. Mais il y aura quand même une notion de classement. Et si en tous les cas un étudiant veut vraiment neurochirurgie, mais qu'il n'a pas le classement nécessaire, ça ne pourra pas fonctionner. Mais du coup, son profil correspondra peut-être très bien à juste un neurologue, juste entre guillemets, à un neurologue, et il s'épanouira très bien dans sa spécialité par la suite. Concrètement, comment bien appréhender la réforme à venir ? Il y a énormément d'outils qui vont être mis en place à la rentrée, notamment un livret d'apprentissage de suivi des connaissances, le LISA. Donc ça, je pense que ça sera un vrai outil pour apprendre nos connaissances. Donc il faudra bien l'utiliser pour du coup engranger pendant 2 ans les connaissances nécessaires à l'examen de connaissances. Et il ne faudra surtout pas négliger tout l'apprentissage en stage, puisqu'on va apprendre là nos compétences, et puis c'est quand même une complémentarité. Tout ce qu'on apprend en stage, toutes les compétences qu'on acquiert nous aident pour les connaissances. Donc voilà, il faudra juste se rappeler que stages vont avec connaissances, bien réussir à avoir les différents outils et à bien les exploiter, mais de toute façon, les tutorats seront là pour nous accompagner, et puis on réussira à s'adapter à la réforme, pas d'inquiétude. Toi, à titre personnel, comment tu concilies ou comment tu as concilié l'apprentissage, les stages et la vie associative ? En fait, je pense qu'il faut être bien organisé. Les stages, généralement, moi, à ma faculté, on était en 6 semaines de stage, 6 semaines de cours, ce qui fait que quand on est en 6 semaines de stage, on est quand même fatigué quand on rentre. J'allais pas bachoter mes cours, j'allais plutôt faire de l'associatif qui nécessite un petit peu moins de concentration vraiment sur de l'apprentissage de connaissances. Et puis après, j'essayais vraiment de me garder des plages où je faisais que mon apprentissage vraiment théorique. J'essayais vraiment de sacraliser ces moments-là, parce que vraiment j'y arrivais. C'est important vraiment de faire la différence entre les différents engagements qu'on a et de ne pas se mélanger les pinceaux. Ce qu'il faut faire, c'est bien s'organiser et se dire que quand on a une plage apprentissage de connaissances, c'est apprentissage de connaissances et on reste concentré juste sur cet objectif. Il ne faut pas se disperser sur d'autres activités. L'ultime étape, après tout ce qu'on vient de dire, du coup, c'est l'internat. Comment ça se passe ? Donc quand on arrive à l'internat, on a choisi sa spécialité et on a choisi sa ville d'internat. L'internat également est en pleine réforme, parce que sinon ça serait pas drôle. On a parlé des 2 réformes avant et il y en a une réforme après. Donc le but, c'était vraiment de permettre à l'interne d'évoluer durant son internat. Parce qu'avant, l'interne arrivait sur son lieu de stage et on lui demandait énormément de choses, sachant qu'il ne savait pas trop comment les faire, sachant qu'il avait appris que ses connaissances et qu'il n'avait pas forcément les compétences du terrain. Donc une réforme pour vraiment placer une évolution, une évolutivité dans l'internat, avec du coup une phase socle qui va vraiment revenir sur les bases de la spécialité, qui va durer un an. Ensuite, il y aura la phase d'approfondissement qui durera 1 à 2 ans. Et ensuite, une phase de consolidation qui durera 1 à 2 ans également. Ah oui, donc concrètement, comment ça se passe ? Tu reviens un peu sur la...
Concrètement, durant la phase socle, on va apprendre un petit peu les bases de notre internat. Ensuite, pendant la phase d'approfondissement, le but, ça sera vraiment de commencer à s'autonomiser, mais toujours accompagné. Et ensuite, la phase de consolidation, qui est aussi appelée la phase de docteur junior. On sera mis en autonomie supervisée et le but c'est de commencer à faire comme un médecin senior. Mais voilà, si on a besoin d'aide ou de conseils, on aura toujours notre senior à côté pour nous aider, pour nous aiguiller. Voilà, c'est vraiment le but, c'est de commencer à s'autonomiser et en fait la finalité c'est de devenir un médecin pleinement compétent et en pleine possession de ses moyens. Super. Pour revenir un petit peu sur les salaires, quand on est étudiant, typiquement, et puis après quand on rentre. Pour les salaires, du coup, on commence à être rémunéré à partir de la 4e année. Donc pour le moment, on est à 130 € brut en 4e année, 250 € brut en 5e année pour 280 € brut en 6e année. Là, grâce à la mobilisation des étudiants hospitaliers cette année, et puis tout le travail qu'on va mener avec nos ministères de tutelle, il va y avoir une revalorisation des étudiants hospitaliers qu'on est en train de travailler à l'heure actuelle. Et puis pendant l'internat, on est rémunéré au SMIC horaire sur un premier temps. Et puis ensuite, il y a des paliers, mais je ne les connaîtrai pas dans le détail. Et puis on peut toujours, nos gardes sont payés, puisque les étudiants participent au service de garde, comme les internes. Et donc ces gardes permettent aussi de rémunérer et d'augmenter notre salaire. Ok, super. Est-ce que tu as un dernier mot pour les lycéens qui nous regardent et les étudiants en médecine ? Non, les études de médecine, c'est très intéressant. Mais voilà, il faut savoir que c'est long et qu'il faut s'accrocher. Mais si on aime apprendre, ça devrait bien se passer.